La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD hebdomadaire qui est seul et abandonné. Seul, pas un autre moment que ça y est, même psycho, quoi. Si Zach est pas là, on n'a pas de cocktail, on le soit. En même temps, les cocktails, c'est des amis qui m'ont expliqué. Le cocktail, il a fait le premier jour est arrivé, après, fini Isaac, quoi. J'ai vu un épisode de Castle qui se passait sur un bateau de croisière et le barman s'appelait Isaac. Logique. C'était pas le Pacifique Princesse? Non. Coucou les gens, j'espère que vous n'avez pas trop écouté nos conneries pendant ce générique qui est long. Faudrait que je les raccourcisse, nos génériques de début et de fin. Ils sont longs en fait. Mais c'est bien, ça nous permet de dire des conneries, de danser, de faire la teuf. On en danse rarement quand même. C'est vrai, on danse rarement parce qu'on est ridicule. Je suis One A Pied, je suis avec Thio qui ne danse pas. Non, je danse pas. Et bonsoir quand même. Bonsoir. Je suis avec Guillaume. Bonsoir tout le monde. Et avec notre spectatrice silencieuse, Evelyne. Salut Evelyne. Bonsoir. Elle est juste là pour qu'on la voit sur Twitch dans la vidéo. C'est ça, elle est sur la vidéo, elle a le micro en face d'elle, mais elle parle pas en fait. Voilà, c'est ça. Mais en même temps, elle est sur la vidéo déjà. Ouais, c'est déjà un premier pas. En avant. Elle commence à avoir, voilà. En général, les gens ils préfèrent qu'on entende leur voix avant qu'on voit leur visage. Mais bon, je trouve que c'est plutôt bien amené. Nous allons encore parler de bandes dessinées avec 4 chroniques. Nous allons parler de Commando Barbare, du dernier Julius Corentin Hackefak, prisonnier des rêves, de l'année 3 d'Injustice, et tu avais mis tome 2, mais je crois qu'on va parler des deux, parce que je crois qu'on n'avait pas parlé du premier, et du tome 2 du Convoyeur, et ensuite je jetterai un œil pour vous sur la série télé Why the Last Man. Bref, un beau programme fort sympathique. Y le dernier Rome. Le dernier C'était Rome. ça le titre, parce que là du coup avec l'accent, Isaac il se serait bien foutu de toi. Putain, je l'ai fait pas trop mal quoi. C'était pas mal, mais sauf que c'est incompréhensible si tu sais pas de quoi tu parles. Là. Voilà. Why the fuck off? C'était pas ça le titre non plus. Commando Barbare, une bande dessinée scénarisée par Johan Sfar, dessinée et colorisée par Nicolas Karamidas. Non, il n'y a pas colorisé, je crois que c'est quelqu'un d'autre la couleur. Je sais pas qui a écrit cette note là, mais non, c'est les seules personnes qui sont nommées sur la bande dessinée de partout. Donc s'il y a un coloriste, comme je n'avais pas la BD sur moi, je n'ai rien trouvé sur internet qui me disait une information contraire. Alors ils en parlent à la fin dans les bonus de la BD. Attends, je vais voir. C'est chez Glénat pour 19,95 €. Voilà. Et c'est coloré par Walter. Et c'est écrit au début, la première page où il y a le nom des auteurs. Alors, je te rappelle que j'ai fait donc la préparation sans avoir un seul livre chez moi. Sur BD Gest, ils ont les infos à défaut d'autres choses. Des fois, ils disent des conneries, mais souvent, c'est ça. Bref. Napoli, ça va ? Vafanapoli, je pense que ça pourrait être le nom d'un des personnages de cette série dont Guillaume va nous parler tout de suite. Vas-y, Guillaume. Ok, donc je vais commencer de façon un petit peu étrange. On échange avec le Convoyeur 2, s'il te plaît. Ouais, mais je pense que Burato, il va prendre cher dans la burrata quand même. Si j'y vais tout de suite. Bah, c'est toi qui vois, moi après je... Alors, Commando Barbare, Burato le vertueux, oui. Alors, je vais avoir... c'est difficile de chroniquer cette BD pour moi. Pour 2 raisons complètement et totalement différentes. La première, c'est parce que j'avais énormément d'attentes et d'impatience quant à cette BD, donc je suis pas hyper objectif. Et la deuxième, c'est parce que bien que je l'ai lu, j'ai pas un souvenir impérissable en fait. Et c'est très compliqué parce que c'est pas que je la trouve mauvaise, mais comment dire, j'arrive pas à me souvenir correctement de l'histoire. Donc globalement, ça part d'un malentendu avec Burato, le vertueux donc, qui est accusé, d'après ses dires à tort, de vol, ça part de là. Ouais. Et lui il dit que non, parce qu'un il dit que non. Et un nain ne ment pas. Apparemment, les nains occupent une place particulière dans cette société, un peu au-dessus des autres. Et donc, on comprend rapidement que le problème viendrait de son cousin, dont j'ai oublié le nom. Mozzarella. Merci, Mozzarella.
Et c'est une chronique tellement pourrie, sérieux, je suis désolé. Mozzarella le chaotique. Le chaotique, oui, c'est ça. Et voilà, et en même temps, il va pas non plus complètement dénoncer son cousin, parce que ça se fait pas, les nains, c'est pas des balances. Mais quand même, il va régler ses comptes avec lui. Bon, après, c'est du burlesque, rocambolesque, voilà, ça part d'un procès qui, bien sûr, ne tourne pas à son avantage. Je spoil sans spoiler, parce que c'est très rapidement évident. Et bien sûr, évasion, et il va partir en quête de son cousin pour régler ses comptes avec lui. Après, comme je disais, voilà, c'est pas que la BD est fondamentalement mauvaise, c'est plutôt correct, le dessin est sympathique, même si un peu trop chargé. C'est parfois difficile de bien décoder toutes les cases. Il y a une influence assumée Warhammer, je pense, dans ce côté chargé. Ouais, mais ça me fait penser à Le Droit, il est super bon, mais il y a des fois c'est juste illisible, quoi. Alors que pour le coup, Karamidas, lui, en général, c'est ça. Et puis le scénario, c'est pas qu'il est mauvais, c'est juste qu'il se déroule de façon un peu étrange et pas forcément toujours super fluide. Bref, voilà, j'attendais énormément de cette BD parce qu'elle était supposée arriver, en tout cas quand on l'avait vu avec le repré, il y a un jeu de rôle qui arrive en même temps, donc qui est fait avec Black Book Edition sur le système OGL 3.5. Ça y est, le crowdfunding est lancé. En gros, ouais. Et un roman illustré donc qui lui raconte l'histoire du point de vue de Mozzarella, le chaotique. Et en fait, je trouve que le gros problème de tout ça, c'est que ça aurait dû arriver sur le marché tout en même temps et que ça n'est pas le cas. Parce que même si la BD est un peu moyenne, pour être gentil, difficile d'accrocher, l'univers pour autant est plutôt sympa et intéressant et relativement riche. Le jeu de rôle, là, ça y est, ils ont lancé le crowdfunding qui est passé, qui est backé, comme si j'ai bien compris le terme. Donc on sait qu'il va arriver, il propose des innovations dans le jeu, avec notamment possibilité pour le côté ultra délire de passer le niveau en plein combat. Donc c'est super, baston, ouais, super, un level, blam. Ça donne tout un univers de possibilités complètement... Tu récupères tous tes points de vie. Bah oui, c'est que des trucs un peu débiles, tu vois, voilà, un peu goré. C'est un peu déconne. En fait, si t'es une elfe, d'un coup, ton décolleté est trop petit. Il n'y a pas vraiment... Non, mais c'est pas Donjon de Nullbuck non plus. Ah mince. Il n'y a pas vraiment de... Voilà, il n'y a pas vraiment d'elfes dans l'univers, mais peut-être, enfin bref. Si, on en a croisé. Je trouve que le gros problème du truc, c'est que tout n'est pas arrivé en même temps sur le marché. Voilà, en gros, c'est ça le souci. Et puis je vais arrêter, puisqu'il y a la clochette qui est en train de me taper dessus, et donc voilà. Le truc que j'ai trouvé intéressant, c'est que ça assume totalement le fait d'être dans un univers de jeu de rôle qui s'assume. Il y a un côté méta que j'ai trouvé cool, c'est le côté du oui, on a des points de vie, on a des niveaux et on a des alignements. Et ça, ils le savent, tout le monde, ça fait partie de la vie de tous les jours, et les gens vivent comme ça. Et j'ai trouvé ça plutôt cool, parce que le coup, oui, de prendre les niveaux, c'est super stressant de prendre un niveau, parce qu'il y a des grands changements, tu comprends, c'est un peu comme une grosse crise d'adolescence en accéléré, tu vois, tu évolues, enfin... ce côté aussi un peu bourrin, clairement, où ça part en vrille non-stop, où c'est trash, c'est gore, c'est des combats violents, il y a du cul, il y a tout ce que tu veux. Tout le monde est plus ou moins stupide. Tous les gens qui croisent, ils finissent par les buter, en fait, si tu regardes bien au niveau de l'histoire. Le côté bourrin, totalement assumé, ouais, c'est plutôt fun. Et je me suis dit, Sfar, c'est un peu ce qu'il fait ces derniers temps, il s'est fait plaisir. Mais pour le coup, il est dans quelque chose qui est un plaisir primaire que je reconnais. Tu vois, ce côté purement ado, où je me lâche totalement, où j'en fais des tonnes, je fais nawak. C'est comme ça que je jouais au début du jeu de rôle, et je pense que c'est ça qu'il a voulu retrouver. Il assume d'avoir pensé à Warhammer, au Profondeur de Troll, ce genre de truc-là. C'est tout à fait ça. Et puis, on a l'impression que d'un coup, il se dit « Ah ouais, mais le problème, c'est que je suis plus un gamin de 14 ans, il faut que je montre que j'en ai dedans. » Et là, d'un coup, il intègre d'autres personnages dedans, et quand tu les interviews à la fin, c'est des personnages qui sont déjà dans d'autres romans qu'il a écrits, dans d'autres univers, etc., qui sont les narrateurs.
et qui d'un coup commence à briser le 4e mur bien violemment, pour dire regardez, c'était pas assez méta le fait d'être méta sur le jeu de rôle, on va rajouter du méta dans le méta pour en faire des tonnes et montrer que on est beaucoup plus malin que ce que vous avez l'impression qu'on était. Et là je me suis dit mais pourquoi est-ce que tu t'es pas contenté de faire ton truc bourrin où on en prend plein la gueule, c'était suffisant. Mais ce qui m'a par-dessus tout déçu, c'est premièrement que Mozzarella, on voit que ça a une importance dans l'histoire, mais c'est pas du tout réglé. On ne sait rien. Bah oui, parce que ce sera réglé dans le roman. Dans le roman. Donc, en gros, c'est une BD qui n'est pas indépendante. Et surtout qu'à la fin du livre, il s'est passé quoi ? Rien. En fait, en définitive, si tu prends la conclusion, c'est il s'est échappé. Point. Voilà. C'est tout ce que tu peux retenir de l'évolution du personnage entre le début et la fin de l'histoire. Il s'est échappé. C'est tout. C'est un bouquin, tu arrives à la fin, tu fais... Et il a accompli quoi ? Il s'est passé quoi d'utile pour faire évoluer l'intrigue ? Rien. C'est une grosse pub pour un jeu de rôle bourrin. Voilà l'impression que ça donne. Et d'où le problème que tout n'est pas sorti en même temps. Ça aurait eu plus de sens. Thio ? Écoute, moi je trouve qu'on est un peu sur le même... j'ai le même problème. C'est qu'en fait, il a commencé à vouloir mettre trop de choses dans le scénario. On aurait pu rester sur un truc bien bourrin. Au départ, voilà, tu vois, c'est la petite référence que je t'ai faite à Nullbug. Ok, Nullbug, c'est grossier, c'est vulgaire, c'est bas de plafond. Mais au moins, voilà, c'est assumé de A à Z. Et tu rigoles. Là, tu commences par un truc, puis après, on t'en rajoute une petite couche, puis après, attends, j'ai envie de faire autre chose aussi. Puis attends, tu sais quoi ? Je pense que je vais mettre une recette de cuisine, parce que franchement, je trouve que la recette de cuisine, c'est cool. Et en fait, moi, j'ai l'impression que c'est ça, ce phare. En fait, il a mis tout ce qui lui passait par la tête pour changer au fur et à mesure et rajouter des morceaux, et c'est bof. Alors que le dessin de Karamidas, moi, je l'ai trouvé pas exceptionnel, mais moi, je trouve qu'il colle bien à Burato, quoi. C'est un truc bourrin, c'est sanguinolent, c'est tout en rondeur, c'est joli, mais le scénario m'a vraiment pas convenu, quoi. Donc voilà, pour moi, Commando Barbare, je vais être honnête, j'en attendais pas mal et j'ai été un peu très déçu. Voilà. Donc vous n'achetez pas ça pour Noël. Vous n'allez pas à la BDRI pour acheter Commando Barbare. Mais vous y allez quand même. Pour acheter Contrapasso de l'émission de la semaine dernière. Donc, Commando Barbare par Johan Sfar et Nicolas Karamidas et Walter chez Glénat pour 19,95 €. Eh ben, de quoi tu vas nous parler ? Encore un bouquin qu'on va pas acheter, c'est nul ça, hein ? Oh, pardon. J'irai pas jusque-là. Allez. C'est un bouquin qui a un intérêt, mais pas que. Mais pas que. Nous allons parler de Julius Corentin Haquefac, le tome 7, qui s'appelle l'Hyper-Rêve. C'est chez Delcourt. Ça coûte 17,95 € et c'est scénarisé et dessiné par Marc-Antoine Mathieu. Le pitch, et là je vais mettre un petit timer parce qu'on sait jamais. Julius Corentin rêve d'Hilarion, son voisin, et Hilarion rêve de Julius Corentin, son voisin, qui rêve de... Non mais sérieux, cette histoire peut-elle avoir une fin ? Le professeur Ouf va aider notre héros et son voisin, lequel cette fois, à sortir de cette mise en abîme. Je crois que nous avons un pitch qui rend honneur à cette BD. Clairement, on va y aller clairement. Le scénario, c'est pas le sujet. L'intrigue, c'est qu'un prétexte à une réflexion complexe sur la mise en abîme, donc l'infini. C'est pas super clair, ça part dans tous les sens, mais c'est pas ça qui est intéressant. Le dessin, on est sur un noir et blanc tranché qui se permet occasionnellement des niveaux de gris pour marquer différents niveaux de profondeur. Ça marche, mais c'est pas ça qui est intéressant. La narration, c'est ce qui est intéressant. Ça joue à fond de dispositifs oubapesques, qui est le terrain d'expérimentation de la narration en BD, pour revenir sur le sujet, en mettant des cases dans des cases, des phylactères à l'infini, des pages au format physique varié, un habile jeu de pliage et un QR code qui ouvre sur un contenu enrichi. Marc-Antoine Mathieu, il tente de développer tout l'arsenal à sa disposition pour interroger de façon absurde sur ce qu'est l'infini. C'est le sujet du bouquin, et c'est plutôt bien traité sur le sujet théorique. C'est brillant, mais on commence à voir les limites de l'exercice. Surtout lorsqu'on compare au travail de Pascal Jousselin sur Imbattable, qui parvient à mettre en place des réflexions équivalentes, sans aller aussi loin dans le côté intello, mais qui n'oublie pas de raconter une histoire, de faire rire, et parfois même de nous toucher émotionnellement. Ce que Marc-Antoine Mathieu n'arrive pas du tout à faire.
il maîtrise son outil, il en devient trop technique, trop théorique, et il a une certaine froideur qui nous empêche de nous attacher aux personnages et à nous intéresser à leur sort et à leur destin. Et c'est vraiment dommage parce que c'est un superbe outil théorique de la bande dessinée pour travailler sur qu'est-ce qu'on peut tenter de faire. Mais c'est une leçon, c'est pas une BD. Voilà. Et j'adore. Hein. C'est pour ça que je le recommanderais. C'est très beau. Parce que je sais que même c'est un peu ton. Enfin, il fait partie des trucs qui te touchent, quoi, d'habitude. Là, d'un coup, t'as été dur, quoi. C'est malheureux, mais je pense que c'est la faute à Imbattable. Alors, je vais quand même toute proportion garder. Je pense qu'on peut pas mettre au niveau de la réflexion, même si j'ai beaucoup aimé les tomes d'Imbattable, même si j'étais pas chaud au début, sur le thème de la réflexion, les Imbattables et le Marc-Antoine Mathieu. Je pense qu'en fait, Imbattable te fait réfléchir sur la narration et comment tu l'amènes, et il y a plein de choses dedans. Là, le Marc-Antoine Mathieu, on n'est plus sur comment est-ce qu'il fait la narration. Ouais, mais jusqu'ici, dans les tomes précédents, il y avait une quête qui l'amenait quelque part à la fin, le héros. Oui. Là, ça l'emmène à l'infini. Il ne peut pas y avoir de fin, en fait. Ce qui, pareil, ça colle totalement avec son sujet. C'est réussi à ce niveau-là. Mais en tant qu'histoire, bah, t'es un peu déçu. Tu perds un peu de... Tu t'en fiches de savoir comment ça va finir. Tu vas juste te poser la question de quel dispositif super intéressant va-t-il mettre en place. Alors, d'un point de vue comment est-ce qu'il le mène, c'est intéressant. Parce que encore une fois, il trouve des petits trucs. Tu as les pages 41,4, 41,2, 41,5. Au fur et à mesure, ça se réduit. Puis après, tu as les pages qui se déplient. Enfin, il y a vraiment encore tout plein de choses dans ce bouquin qui font qu'il est intéressant d'un point de vue de l'outil. Ouais, de la technique, oui. C'est de la technique, de comment est-ce que Marc-Antoine Mathieu arrive à... Le pliage, il est impressionnant. Hein. Mais... moi, au niveau de l'histoire, je me suis vraiment fait chier, quoi. Oui, c'est ça. Voilà. donc, le Marc-Antoine Mathieu, je pense que c'est des bouquins qui peut-être font trop réfléchir désormais. C'est pour les étudiants en BD, c'est top. Non, mais les premiers tomes m'avaient vraiment vachement emballé. Là, parce que tu avais la surprise aussi, tu t'attendais pas à ça. Tu t'attendais pas à ça, c'est vrai. Peut-être que là, le 7e tome, c'est peut-être qu'il faut changer de... Peut-être le 8e d'ailleurs, je sais pas comment. Ça serait bien que ce soit le 8e, parce que pour l'infini, ça serait bien que ce soit le 8e. Mais il n'y a pas de numéro sur les tomes, on sait jamais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, non, c'est le 7e. Dommage, il aurait dû le garder pour le 8e, le tome sur l'infini. Ouais, tu vois, il n'a pas poussé sa pensée jusqu'au bout. Il avait plus d'idées. Il me déçoit, ce Marc-Antoine Mathieu. Ou justement, il t'a pris à contre-pied parce que c'était trop évident. Ouais. Allez, tu l'as lu, toi Non, j'ai posé mon joker dessus, mais quand je vois les pages à l'intérieur, je me dis un truc tout con, et l'imprimeur il a dû s'arracher les cheveux. Ah non, mais je pense que c'est mais ça, pour ça, c'est chouette. Ah, moi j'adore ce genre d'objet, hein, je suis fan. Parlons des choses importantes, c'est-à-dire les Sioux. Et je vais pas vous demander de nous les envoyer avec un arc, les Sioux. La référence, quoi. La référence, voilà. C'est une référence du siècle dernier. Les moisis, c'est eux qui se servaient des arcs, on les envoyait pas avec les arcs, quoi. Voilà, bref. N'hésitez pas à aller nous soutenir sur Tipeee, ça nous permet pas grand chose, mais ça nous permet de nous acheter du matériel. Là, on va s'acheter un petit truc pour lancer nos jingles un peu plus pratiquement et remettre un petit gadget qui a l'air trop cool. Il m'a sorti un truc de vrai geek. Il m'a dit en plus, tu peux changer le symbole sur les touches, même les couleurs et tout, ça peut faire des trucs. Je sens qu'il va s'amuser comme un ouf. C'est-à-dire que plutôt que de balader entre les fenêtres, les 4 fenêtres ouvertes sur mon PC, j'aurais des boutons. Gros, il pourra même lui appuyer dessus. Je suis sûr que ça va plaire. Mais non, on paye des bières aux chroniqueurs, c'est plus important. On peut aussi payer des bières aux chroniqueurs. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. Et puis, on verra. On a un peu de sous dans notre assaut. Et puis acheter du matos ou des câbles, des prises jack. Non, des câbles XLR. XLR. Ça, c'est un XLR. C'est toi le technicien, il paraît. Putain, enfin bon. Allez, passe à la suite. Je suis fatigué. Bref, voilà, c'est sur Tipeee. On va quand même remercier Chevon, Warloff, Stéphane, Coman et Boom, qui, eux, nous donnent des sous et nous permettent de remplacer les câbles XLR qui déconnent. C'est bien. Et ça, c'est l'essentiel. Et nous passons donc à notre histoire suivante, qui est une histoire d'injustice. Ouais. Et vous imaginez quand même que c'est la 3e chronique, et je vais enfin essayer de vous parler d'un bouquin qui était bien, que vous pouvez acheter. C'est quand même fort, quoi. Voilà. Ça reste l'année 3 d'Injustice. Tu voulais parler que du tome 2, mais je pense qu'on va parler des 2 tomes, parce qu'il me semble pas qu'on avait parlé de la première partie. L'année 3, je crois qu'on n'avait pas parlé de l'arrivée de... Voilà. C'est scénarisé par Tom Taylor, dessiné par Bruno Redondo, Mike S. Miller et Brian Buccellato, qui va être en cool, Brian Buccellato, je dirais. Ouais, et ça, c'est le dernier arc de Taylor, en fait, qui quitte C'est marrant, il y a une faute de fripe. Brain.
Ouais, c'est voilà. Ah, c'est chez Urban Comics, c'est pour 16 €. Brian, ouais, c'est Brian Buccellato. Écoute, voilà. Enfin bon. Alors, juste pour faire comme le pitch de départ, Superman est super vénère. Le Joker a tué Lois Lane, qui était enceinte. Spoiler, pardon, c'est au début. Je crois que c'était l'année 1, ça va. C'est pas trop spoiler quand même. J'ai pas fait mon petit Zach sur le coup. Donc, le Joker a tué. Non, pardon. Le Joker a fait tuer Lois Lane par Superman lui-même en le droguant. Donc en fait, Superman a amené Lois Lane dans l'espace, qui du coup forcément s'est asphyxiée, sauf que Lois Lane était enceinte d'un bébé de Superman, et donc Superman il revient sur Terre, il est en mode ultra vénère et il tue le Joker. Et il décide que ça y est, on siffle la fin de la récré, maintenant je dirige tout, et vous allez faire comme vous. Voilà, c'est un petit peu aimez-vous les uns les autres, quoi. Sinon je vous tarte la gueule. Et vous aimez les uns les autres, bordel de merde. merde. Cherchez la référence, mais je l'avais plus. Mais c'est ça. Il vient et il va tous leur tataner la face. Donc en soit c'est bien parce que finalement Dieu grosso modo descend sur terre et te file une claque dès que tu fais une connerie. Bon ok. Sauf que forcément ça va commencer à pas bien se goupiller, quoi, parce qu'il y en a un qui est un peu contre la dictature et une sorte de tyran. Dans cette BD, parce que dans d'autres, c'est pas le cas. Dans d'autres, c'est lui le tyran. Mais ça, c'est autre chose. Et donc, Batman, il va dire, non, mais c'est pas cool ce que tu fais. Déjà, tu as tué le Joker. On peut pas tuer les méchants. Sinon, du coup, on est contre qui je vais me battre la semaine prochaine, tu vois. Voilà, c'est pas faux. C'est un peu comme Lucky Luke et les Dalton, tu vois. Arrête de les foutre en prison. Tue-les, au moins, c'est fini. Mais bon... Mais non, les gentils, ils tuent pas. Les gentils, ils tuent pas. Bon, donc là, du coup, Superman a tué, et forcément, Batman lui en veut, et donc c'est un peu la guerre, on va dire, parce qu'il y en a qui dirige le monde, et Batman est passé dans une sorte de résistance, même pas en mode sous-marin, il est en mode taupinière, il est au fin fond du fin fond pour se cacher, parce que Superman voit tout, entend tout. Et dans son combat, face donc au tyran Superman, Batman, il va essayer de trouver des alliés. Et là, son allié, c'est un gros fumeur de cigarettes, John Constantine. Voilà. Juste pour résumer, le premier tome s'intéressait aux super-héros un peu standards de Justice League, pour le côté-là, la première année. La deuxième année s'intéressait au côté cosmique, avec tous les lanternes de toutes les couleurs, etc. Ouais. Et ce troisième tome, c'est le côté magie, occultisme. Mais est-ce que la puissance de la magie noire de John Constantine va réussir à détrôner le tyran ? Alors, le plan de Constantine, au départ, donc dans la première partie de l'année 3, c'est de magiquement endormir Superman et Wonder Woman. Alors, je ne sais plus exactement qui est endormi en premier. Les deux se mettent à rêver, à vivre dans le monde du rêve. Mais finalement, Wonder Woman se réveille, Superman se réveille aussi, Constantine trouve que son plan, il s'est fait... ça n'a pas fonctionné. Et lui, en fait, il avait un peu... c'est un Constantine, quoi. Il avait un peu œuvré pour son œuvre, pour le bien général, mais en fait, en loose day... C'est lui le général. En loose day, en fait, il pensait quand même il pensait un peu qu'à sa gueule. Et finalement, il a roulé tout le monde pour ne faire avancer que son intérêt. Et il va y avoir beaucoup, beaucoup de morts quand même dans ces deux parties de l'année 3. Où, ouais, mais c'est le truc sur l'occulte, ils peuvent revenir les morts. C'est vrai. Et donc là, voilà, parce que John Constantine, il considère que les morts, eux, c'est des dommages collatéraux, c'est pas grave. Donc c'est un peu un enculé quand même. Non. Si. Non, parce qu'il a un objectif très noble, en définitive. Oui, mais j'ai pas tout... Ouais, voilà, c'est Thanos aussi. Hein. C'est le spoil de la fin. Oui, ça c'est pas faux. Thanos aussi, il voulait sauver l'humanité. Okay. Donc on va avoir quand même des bons gros fights dans cette partie-là. On se retrouve quand même avec notre résistance de Batman et de ses sbires qui est quand même, on va dire, poussée dans leur presque ultime retranchement. On a des passages je trouvais sympa parce que justement tu vois d'autres personnages de DC. On a Swamp Thing qui fait un petit passage dans l'année 3. Oui, on est dans le côté occulte. Hein. Voilà, on a Poison Ivy aussi qui passe à l'intérieur. Ouais. Donc voilà, on a plein. Ce qui est bien, je trouve, dans Injustice, c'est qu'on fait en fait le tour de tout l'univers d'ici. Et c'est bien, ça fait une sorte c'est une sorte de réunion de famille. Et puis là, pour le coup, ils vont sur un tome où c'est des personnages qui sont souvent plus secondaires, entre guillemets. Constantine a souvent plus été
côté Vertigo, on va dire, un petit peu à part de l'univers DC classique, même si aussi l'intégrer réellement derrière avec la Justice League Dark et tout ce côté-là. Mais c'est vrai que le côté occulte a toujours été un petit peu à part de l'univers DC. Et là, ils te mettent même les trucs les plus... le démon Etrigan, il y a un gars là avec une coupe bizarre et son chat là, que je connaissais pas. Il y a plein de personnages que je connaissais pas. T'as Trigon, Raven. Ouais, oui, Raven, je connaissais, oui. Oui, Trigon aussi. Mais bon, oui. Donc, voilà, la troisième année est une bonne année. Alors, moi, j'ai déjà lu l'année 4, qui est peut-être un peu moins bien que l'année 3. Mais je vous dirai l'année 5. Plus tard. Voilà, on dira ça plus tard. Il y aura une année 5 ? Il y a une année 5, ouais. Ah oui, il s'arrête pas. Mais je crois que l'année 5, après, c'est la fin. Parce qu'après, les autres qui suivent, Il n'y en a pas 6 d'années 6 ? J'ai souvenir de 11 tomes. Ah, peut-être. C'est ce qui a indiqué. Ouais, c'est possible. Ah, mais peut-être qu'il y a 6 années. Voilà, je suis pas... Voilà. Le truc intéressant quand même, on l'avait dit quand on avait parlé des premières années, c'est qu'Injustice, c'est un produit dérivé d'un jeu vidéo. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont voulu faire un jeu de baston à la Mortal Kombat, parce que c'était ce qu'ils voulaient faire dans l'univers DC Comics, donc un peu violent, un peu gore, etc. Et ils se sont dit, on va faire une BD pour accompagner tout ça, mais il faut qu'on trouve une raison pour que tous les héros se tartent sur la gueule. Une sorte de Civil War à la DC Comics, hein, c'était un peu l'idée. Mais on va pas mettre ça dans l'univers régulier, parce que ça va être violent, vu que c'est à la Mortal Kombat. Donc ça va être un peu gore, il faut pas que ça passe non plus. Et donc ils ont fait Injustice qui est totalement décorrélé de l'univers standard, qui est un univers parallèle, et ce qui permet beaucoup de liberté aux scénaristes pour buter des gens, faire des choses horribles. Ah oui, non, là, mais le pire, c'est que je trouve qu'on a, même dans les tomes suivants, on va avoir la question de, finalement, qui est le méchant, parce qu'au bout d'un moment dans l'histoire, quand tu commences, tout le monde commence, ça va dire, à brûler le champ du voisin, tu te dis, peut-être que finalement, il n'y a personne qui est cool, quoi. C'est tout le monde est un peu en mode sale con. Mais je trouve ça vraiment quand même sympa. Et je remercie encore une fois Urban Comics d'avoir fait l'édition à 4,50 € Injustice, le tome 1. Parce que grâce à eux, voilà. J'ai dépensé combien en tout? J'ai dépensé vachement cher en tout. Je te remercie encore. Alors pour la blague, il y a les éditions intégrales maintenant qui existent, où ils ont republié année par année. Oui. Et du donc coup, c'est le pour 2 en 1, c'est plus malin. Donc là, j'ai 2 en 1 pour l'année 4. C'est mieux. Et en fait, la licence a bien plu, puisqu'ils ont fait Injustice 2, à ne pas confondre avec Injustice deuxième année. Oui, parce qu'il y a eu le jeu Injustice 2. En plusieurs années aussi. Et il y a... c'est un autre scénar ou c'est un autre scénar, oui, je suppose que c'est une forme de suite. Je les ai pas lus. Et ils ont fait un Ground Zero aussi, Injustice Ground Zero, si je me souviens bien. Ça, c'est un one-shot, je crois. D'accord. Ok. Moi, j'ai trouvé ça plutôt sympa aussi. Hein. Disons que c'est de la... C'est de la pure détente à lire. C'est sympa. Ça fait plaisir de revoir des personnages, moi, que j'aime bien John Constantine, même si globalement, il faudrait que je me chope les runs des différents auteurs qui ont bossé dessus. Milligan, Warren Ellis, enfin tous les autres. C'est que des auteurs que j'adore qui ont bossé sur lui. J'ai aucune des BD de... Mais il y en a tellement, en fait, que j'ai... Hellblazer. Ouais, de Hellblazer. C'est chaud. Que j'aurais du mal, parce qu'il y a 40 000 tomes de Hellblazer, hein, on est bien d'accord. C'est le truc à suivre, c'est une galère infâme. Ce qu'ils ont fait chez Urban n'est pas si volumineux. Il y a de mémoire 4 runs différents. Oui, ils travaillent par auteur en fait. Ils travaillent par auteur. Il y a Warren Ellis. Il y a Warren Ellis. Il y a Milligan. Il y a Carré. Il y a Carré. Il y a Ellis. Il y en a un que j'oublie tout le temps. Et il y en a un qui s'appelle Les Dossiers d'Hellblazer. D'accord. Puis moi, Hellblazer, c'est le truc que ça me faisait de l'œil, parce que les couvertures, c'était par Timothy Bradstreet, qui faisait aussi les clone books de vampires. Et tu vois, c'est ces références des années 90. Hein, ça nous ramène quand loin. on commence à parler à Vampire de la Mascarade, on passe à la suite, je crois. Ouais, passons à la suite. C'est encore à toi, mon cher Ti. Tu vas nous parler du convoyeur. Mais tu sais quoi, on laissera Guillaume en parler longuement après. Ça leur remettra de bonne humeur pour la troisième émission qu'on enregistrera juste après. C'est de Tristan Rouleau au scénario et de Dimitri Armand au dessin et à la couleur. Ce qui est rare sur ce genre de série, que ce soit le même qui fasse le dessin et la couleur. C'est au Lombard pour 14,75 €. Mais de quoi ça parle ?
Alors, nous sommes dans un monde post-apocalyptique où on a donc le convoyeur qui exécute tout un tas de missions avec une seule et unique façon de se faire payer. Il faut manger un œuf à la fin. Voilà. Donc ça, c'était le tome 1, pour résumer, grosso modo. Et un jour, voilà, en revenant, on va dire, d'une de ces missions, le convoyeur va rencontrer un personnage qui s'appelle la chasseresse. Et il va... Est-ce qu'elle est là sans son chien? Et il va donc... Isaac, c'est terrible, quoi. Ah mince, pardon. Excusez-moi. Il faut bien que voilà. je lui rende hommage. Il va sortir vainqueur de justement ces affrontements, mais ça va pas être la même truc. Voilà, ça va pas être la même limonade pour le tome 2. Où on va retrouver donc notre convoyeur qui continue donc ses missions, il continue à faire bouffer des œufs, et il est à la cour désormais du duc d'Arcasso, où règne, on va dire, la cruauté, la dépravation. Enfin bon, c'est un peu des ordures finies, mais c'est pas grave, hein, parce que c'est un monde post-apo, donc finalement tout le monde peut être méchant. Et est-ce que voilà, la chasseresse et le convoyeur vont se retrouver dans ce tome-là, et on va se retrouver avec des énigmes qui commencent à se résoudre, et une très grosse énigme qui est en train de naître, parce que là, franchement, le final, tu fais oh merde, what the fuck. Voilà, c'est juste ça. Au niveau du dessin, moi j'aime beaucoup. Et voilà, une très bonne série que j'ai été découverte, qu'on m'a conseillé. Et du coup, voilà, encore une fois des achats à faire, mais c'est une bonne série qui m'a bien plu et j'attends la suite avec un peu d'impatience. Ouais. Guillaume. Très bon, toi prendre. On est d'accord, hein, voilà. Non, moi quelque chose. Non, pas grand chose à ajouter. C'est voilà, un tome 2 largement à la hauteur du tome 1, puisque le tome 1 nous avait pas mal soufflé. Nous, à la librairie, on attendait la suite avec impatience. Et il a fait un super twist qui donne furieusement envie d'avoir le tome 3. Changer le titre de la série. Presque, ouais. Et ce personnage, un petit peu la façon dont il est raconté dans le premier tome et même dans le début du deuxième tome, il a un côté limite mythologique, mythique. C'est le convoyeur, quand il a une mission, il la remplit, il va jusqu'au bout, il est limite indestructible, machin, enfin il est à part. Ça a un côté hyper mystique, mythique, mythologique, enfin un peu mythe quelque chose, quoi. Et puis là, on a un super twist qui fait ah ouais, ça n'a rien à voir avec ce qu'on avait imaginé, mais ça encore plus. Et c'est vivement le 3, parce que voilà, faut attendre. Ouais, le tome 1, je l'avais trouvé aussi mi-figue, mi-raisin. C'est-à-dire que c'était sympathique, ça tenait l'affaire, mais bon, un peu bateau. Enfin, tu vois ce que je veux dire, le héros super balèze qui va remplir sa mission et qui gagne toujours à la fin. Voilà, c'était un peu bien foutu, efficace, un monde post-apo qui change un peu avec cette histoire de rouille qui a brisé toutes les choses un peu technologiques parce que tout le métal a rouillé. Donc, de bonnes idées, mais je trouvais que c'était pas bien exploité totalement, quoi. Mais tu te disais, il y a du potentiel, il y a un truc à faire. Mais c'est vrai qu'on avait un héros un peu trop nickel. Là, dans ce tome 2, il prend cher dans sa gueule quand même. Il y a des bons moments dans la BD où il morfle. Tu vois qu'il est costaud, hein, mais c'est pas évident. Et ouais, ce twist, c'est pas quelque chose qu'on a jamais vu, mais c'est quelque chose que j'ai jamais vu de ce point de vue. Voilà, donc j'ai vraiment... je suis resté sur le cul. Tu vois, pareil, graphiquement, on est dans l'école très... comment c'est... je dirais, ça a commencé avec le Troisième Testament, ce genre de choses-là. Tu vois, c'est cette école française un peu sombre, un peu réaliste, mais un peu péchu. Enfin, que j'aime beaucoup comme style. Ça marche super. Mais ouais, le tome 1, moi j'avais fait oui, c'est bien, mais bon, c'est pas encore une série de ce genre-là. Le tome 2, tu dis, ah non, c'est plus que ce que j'attendais. Vous avez intérêt à sortir le tome 3 vite et à être à la hauteur, parce que là, vous avez lancé des pistes qui font que vous n'avez pas intérêt à vous rater derrière, quoi. Voilà.
Quelque chose d'autre à ajouter, très jeunes gens? Non. Voilà, c'est le convoyeur, le tome 2 de Tristan Rouleau, Dimitri Armand, au Lombard, pour 14,75 €. Un œil sur Why is the Last Man? Y que le dernier homme. Y que le dernier homme. La série télé. Y que le dernier homme est une bande dessinée de Brian K. Vaughan et Pia Guerra que j'avais adoré, qui est une série complète, qui a été rééditée il y a, je sais pas combien de tomes, pas beaucoup, chez Urban. 5, voilà, parce qu'il y en avait 10 chez Panini à l'époque, voire semi qu'au début, peut-être pour le premier, j'en sais rien, bref. Qui raconte l'histoire que d'un coup, pouf, tout ce qui a un chromosome Y meurt. Sauf Yorick Brown et Esperluette, son singe de compagnie. Et bien sûr, on va voir les conséquences vis-à-vis de la société là-dedans dans la BD. La BD a maintenant plus de 10 ans. L'adaptation était plutôt... l'adaptation était un parcours du combattant. Ils ont dû faire 2 pilotes parce que ça a foiré sur plein de trucs, donc ça coûtait très très cher. Ils se sont retrouvés emmerdés pour... les délais avec le Covid, les tournages qui devenaient très très compliqués, et forcément pas de bol, alors que la série était même pas finie d'être diffusée sur Disney+, ils annonçaient que elle serait pas reconduite par FX et Hulu, qui sont les producteurs originaux. Les executive producers cherchent un repreneur, on pense notamment à des gens comme Netflix ou Prime, ce qui serait pas une mauvaise chose, mais c'est pas sûr qu'il y ait de suite. Mais ça reste une bonne série. Pour le moment, j'ai vu 8 épisodes sur les 10 de la première saison. Les 2 derniers sont disponibles. Et je trouve que c'est une très bonne remise au goût du jour de la série. Déjà, ils ont fait quelque chose qui marche mieux dans une série télé que dans une BD, c'est qu'ils sont partis plus sur du récit choral. Dans Why is the Last Man, on suit principalement Yorick et ses mésaventures et ses rencontres. Tout ce qui se passe ailleurs dans le monde, on le suit pas trop. Yorick, son seul but dans la BD, c'est de retrouver sa copine qui est en Australie. Là, elle est pas en Australie, mais son but, c'est de la retrouver. Tu nous rappelles d'où il part au début, Yorick? Je sais plus de quelle ville il est. New York. New York, oui, c'est ça, oui, voilà. Il est à New York. Donc, il n'y a plus un homme sur Terre, donc ça veut dire que les avions qui sont quand même, on va dire, il n'a plus d'avion et il doit aller donc à l'autre bout du monde, sur une grosse île, au milieu, juste à côté du Pacifique. Voilà. Bon courage. Ouais, mais il est plein de bonne volonté. Et en fait, et là, on va suivre donc en parallèle la mère de Yorick. On apprend très vite, alors que dans la BD, c'est une surprise qu'on a au 2 ou 3e tome, je crois. Sa mère est devenue la nouvelle présidente des États-Unis par les rebondissements. Elle était très, très loin dans la hiérarchie de suivi. Normalement, il y avait beaucoup d'hommes entre elle et le président, mais ça tombe sur elle. Donc, on va suivre, elle, comment elle gère la crise du côté de l'État. On suit sa sœur, qui est une ancienne toxico et qui... juste avant que l'épidémie arrive, a tué le mec avec qui elle couchait. Sauf que si elle n'avait pas tué, il serait mort 10 minutes après. Donc ça passe, c'est comme si elle n'avait rien fait quelque part. Et qui se retrouve un peu pas bien, parce que bon, c'est un accident, elle n'a pas tué, mais bon, elle n'est pas bien dans sa tête derrière. On voit une inclusion de toutes les thématiques sur la sexualité, donc tout ce qui est les trans, les problématiques de genre, qui pour le coup, alors que ça apparaît de plus en plus dans les séries, ont tout à fait leur place dans cette série-là. Ça tient la route, on est sur un truc, une série qui parle du genre, c'est le sujet de base. Donc pour le coup, ça a vraiment sa place. Par exemple, beaucoup pensent que Yorick est un trans, en fait, et qui charge de la testostérone, parce qu'il y a quelques trans qui viennent des grandes villes, qui essayent de choper de la testostérone pour se droguer et garder leur état d'homme, parce qu'eux se considèrent comme des hommes. Donc ça lui permet de parfois passer un peu plus inaperçu dans la nature. Le côté politique, où on se rend compte que les femmes, c'est aussi des connasses comme les hommes, en fait. C'est pareil, elles sont humaines aussi, en fin de compte. On s'en rendait pas compte avant, mais les femmes sont aussi des humaines. Et donc, elles ont tous les défauts. Et très bien mis en valeur. Ça prend jamais totalement parti, c'est-à-dire que, oui, il y a quand même un côté très, très gauche derrière, mais tout se comprend. On arrive à voir un peu tous les points de vue, et la série marche vraiment bien. Et surtout, j'avais oublié à quel point Yorick
est insupportable. Le mec, c'est le petit con qui a été gâté toute sa vie. Sa sœur, elle s'est retrouvée droguée parce que ses parents l'ont lâché parce qu'il fallait qu'elle bosse, etc. Lui, ses parents lui payent son appart alors qu'il gagne pas une thune. Il a toujours pété dans les draps de soie toute sa vie, le mec. Et d'un coup, alors qu'il pourrait aider à comprendre le problème de l'humanité en étudiant pourquoi il est en vie et pas les autres, lui, mais non, mais il s'en fout. Lui, il veut retrouver sa copine. Parce que tu comprends, je l'aime. Voilà. C'est dur quand même. C'est dur. Ah ouais, non, mais là, dans la série, il y a des moments où tu te dis, mais... Voilà. Il est accompagné, quand même, on va parler des deux personnages secondaires qui sont importants, de l'agent 355, qui est une femme qui a été élevée pour être l'agent du gouvernement dans un réseau top secret que personne ne connaît, qui va faire tous les trucs que personne ne doit savoir. Donc, n'hésite pas à dire que, ouais, s'il faut tuer des gens pour garder le secret, c'est pas grave. Le secret est plus important que les gens. Voilà. Et par une scientifique généticienne qu'ils vont trouver en cours de série, qui, elle, en gros, est leur meilleur espoir, mais elle avait été un peu rayée des listes des scientifiques importants parce que elle était un petit peu instable et un peu contre les gouvernements, en fait. Donc voilà, et tu suis ce groupe un petit peu pas fait pour s'entendre. Voilà, moi j'ai trouvé que ce que j'ai vu de cette première saison donne vraiment envie. J'espère qu'ils arriveront à faire une suite. Parce que ça vaut le coup. Franchement, c'est un petit plaisir. J'espère quand même qu'ils vont réussir à faire une fin de saison où il n'y a pas un trop gros cliffhanger qui te laisse trop sur ta faim. Mais voilà, la série marche vraiment bien. Et j'en oublie encore, parce qu'il y a encore d'autres intrigues parallèles avec une femme qui bossait pour le gouvernement, mais qu'on la laisse pas revenir dedans. Enfin, bref... très très bonne série que je recommande, malgré le fait qu'on ne sait pas s'il y aura une suite. Vous avez pu y jeter un œil ou pas du tout ? Pas du tout. Pas du tout. Bon. Et puis vu que moi, quand j'ai voulu commencer et que j'ai appris que la série était, il n'y a pas de saison 2, j'ai dit bon, bah fuck. Et ben moi, je voulais la regarder avec ma femme, et quand j'ai vu qu'il n'y aurait pas de saison 2, j'ai commencé à la regarder tout seul parce que. Voilà, ça aussi. Ouais, c'est une autre technique. Eh bien, merci de nous avoir suivis dans cette fantastique émission. On espère très bientôt vous retrouver pour un prochain enregistrement, par exemple, si vous traînez sur Twitch. Mais là, je crois, c'est pas le jour pour Twitch. Mais sinon, sur lavoixdesbulles.fr, où se trouvent toutes nos émissions, on a aussi un Instagram, un Twitter, un Tipeee. Nous sommes présents sur de nombreux réseaux sociaux où nous posons parfois des questions pour demander des conseils. Nous avons un Discord fort sympathique où on parle pas beaucoup, mais ce n'est que pour dire des choses intéressantes, parce qu'on est des gens à la cool. Sur ce, je ne peux que vous dire à très bientôt. Un grand merci de nous avoir écoutés, et on se retrouve très très vite pour encore de nouvelles découvertes de la mort. Ouais. Ciao, ciao. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Bonjour, au revoir. La politesse. Le strict minimum syndical. Là, on est. Alors.